Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Une journée mouvementée au Front National. Le cas, Jean-Marie Le Pen a été au cœur du bureau politique ce matin et du bureau exécutif ce soir. Décision a été prise de le suspendre de son statut d'adhérent. Sa présidence d'honneur est en sursis, mais ce dernier ne va pas se retirer de la vie politique pour autant. Au contraire, Jean-Marie Le Pen compte bien continuer à s'exprimer en son nom. Alors, quelles conséquences politiques? Analyse à suivre. Une nouvelle loi pour lutter contre la pédophilie en réaction aux récents scandales dans des écoles. Cette loi devrait obliger la justice à transmettre les condamnations à l'éducation nationale. L'objectif étant d'éviter à tout enfant de croiser le chemin d'un agent condamné ou signalé pour de tels faits. Les détails dans ce journal. La diplomatie économique française se porte bien. François Hollande, en ambassadeur du Rafale au Qatar, a assisté à la signature du contrat pour 24 avions de combat. La France est regardée comme un pays fiable, a affirmé le président. Une victoire du savoir-faire français, mais aussi des changements géopolitiques conséquents. On en parle. Enfin, les coulisses de la guerre à Gaza dévoilées. C'est le récit cru et troublant de quelques soldats de l'armée de Tsahal qui, sous couvert d'anonymat, ont raconté leur guerre à l'ONG israélienne Rompre le silence. Ces témoignages décrivent un incessant déluge de feu contre des quartiers résidentiels durant l'opération Bordure protectrice. Les éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Comment neutraliser Jean-Marie Le Pen? C'est la question qui a agité toute la journée les instances du Front National. Le bureau exécutif réuni ce soir a duré plus de 3 heures. Au final, Jean-Marie Le Pen sera suspendu de sa qualité d'adhérent. Son statut de président d'honneur est aussi en sursis. Les détails avec Louis Sibylle. Il aura fallu près de 3h30 au bureau exécutif du FN pour se décider. C'est un communiqué qui va mettre fin à plus d'un mois de querelles internes. Jean-Marie Le Pen est suspendu de sa qualité d'adhérent. Plus tôt ce matin, devant une horde de journalistes, Jean-Marie Le Pen refuse de se rendre au bureau exécutif, comme si l'idée était déjà jetée. Le président fondateur du Front National estime que c'est contraire à sa dignité de se présenter devant une assemblée, comment dirais-je, disciplinaire, alors qu'il s'estime parfaitement innocent et avoir agi dans le cadre de son mandat de parlementaire, car un parlementaire, c'est payé pour parler. Début avril, au lendemain de départemental plutôt réussi pour le FN, Jean-Marie Le Pen répète sa vision des chambres à gaz, détail de l'histoire selon lui. Des propos qui entraînent l'ouverture d'une enquête judiciaire pour contestation de crimes contre l'humanité. Jean-Marie Le Pen ne s'arrête pas là. En vrac, il prend la défense du maréchal Pétain, du monde blanc selon ses termes, ou encore critique la démocratie comme système politique. Pour les cadres du parti, le président d'honneur ne doit plus pouvoir s'exprimer au nom du Front National. C'est un homme qui ne cède pas. Il a donné ce trait de caractère à Marine. Donc entre un homme qui ne cède pas et une femme qui ne cède pas, les solutions de compromis seront difficiles. Suspendu mais pas exclu du parti, une sanction lourde mais qui a le mérite de ne pas scinder le parti en deux. Car le fondateur du parti d'extrême droite est encore populaire chez les militants. Il l'a encore prouvé vendredi dernier lors du défilé du 1er mai. Reste que le prochain congrès devrait supprimer sa fonction de président d'honneur et modifier plus largement le statut. Le FN semble tourner une page en ménageant les susceptibilités au sein du parti. Voilà, il y a quelques instants, Jean-Marie Le Pen s'est exprimé. Il a dénoncé, je cite, une félonie et il a promis tous les recours contre cette décision. Dans l'actualité, une loi pour prévenir les risques de faits de pédophilie à l'école. La ministre de l'Éducation et la garde des Sceaux ont présenté une loi pour obliger la justice à transmettre à l'administration les condamnations de ses agents. Un projet de loi décidé après les récentes affaires de pédophilie dans des établissements scolaires en Isère et en Ille-et-Vilaine. Les détails de ce projet avec Lucie Brunner. Fini les circulaires, c'est par la manière forte que Najat Vallaud-Belkacem et Christiane Taubira souhaitent éviter de nouveaux drames. Un texte de loi va être présenté dès le 1er juin
Il obligera la justice à transmettre à l'administration les condamnations et poursuites judiciaires en cours de ses agents publics en contact avec des mineurs, c'est-à-dire enseignants, personnel scolaire encadrant ou encore personnel de colonies de vacances. Les transmissions d'informations au seul stade de la plainte ou simple enquête seront laissées à l'appréciation des procureurs. Je le redis ici comme ministre de l'Éducation nationale, l'idée qu'on ait pu laisser un enseignant, un directeur d'école, continuer à exercer pendant des années au sein de l'Éducation nationale, alors même qu'il avait été condamné quelques années auparavant pour des faits de prédation sexuelle, est insoutenable. Autre mesure qui pourrait être prise d'ici l'été, un meilleur contrôle des antécédents judiciaires des professeurs. Pour améliorer la procédure de signalement, les ministres ont aussi annoncé un guide méthodologique destiné au personnel de l'éducation et de la justice, ainsi que la généralisation du logiciel informatique Cassiopée. Un référent justice sera également institué dans chaque académie. L'avion, autrefois maudit, est devenu une véritable bénédiction. Après l'Égypte et l'Inde, c'est au tour du Qatar. Le président Hollande a assisté aujourd'hui à la signature de la commande de 24 Rafales en insistant sur la fiabilité de la France et l'aventure ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. On voit tout cela avec Aurélien Romano. Cette séance de signature, c'est la 3e pour la France depuis le début de l'année. Une signature de 24 avions Rafale sans contrepartie, a tenu à préciser François Hollande. L'avion militaire fleuron de Dassault enchaîne les succès après des années d'échecs. Égypte en février, Inde en avril et maintenant le Qatar. La France est récompensée d'une diplomatie favorable aux monarchies du Golfe. Notre position très ferme sur la négociation sur le nucléaire iranien nous a permis d'avoir les faveurs des pays arabes et notamment des pays du Golfe. Cette fermeté face à l'ennemi de toujours des monarchies du Golfe se démarque clairement de la politique américaine de détente avec l'Iran. C'est l'autre explication du succès français sur la péninsule arabique. Ce n'est peut-être pas tant une récompense de la France qu'un avertissement envoyé aux partenaires américains traditionnels. Quand les Qataris ou quand les Saoudiens ou quand donc les Égyptiens achètent du matériel aux Français, c'est aussi un appel du pied par rapport aux Américains pour leur dire « Regardez, si vous n'êtes pas plus proche de nous, moi j'achèterai à un autre pays et notamment j'achèterai aux Français ». Ce soir, François Hollande est à Riyad pour participer à une réunion avec les chefs d'État du Conseil de coopération du Golfe, une première pour un dirigeant occidental. Là encore, l'Arabie saoudite fait d'une pierre deux coups, remercier un allié et envoyer un signal aux États-Unis. La suite du 22h et c'est le grand décryptage du lundi avec 3 thèmes au menu ce soir. D'abord, la journée sous tension au Front National. Au cœur des discussions et des dissensions, le cas Jean-Marie Le Pen, en partie tranché ce soir. Alors, quelles conséquences politiques sur le parti? On en parle. Le Rafale qui vole de succès en succès après l'Inde et l'Égypte, c'était au tour du Qatar. Et on évoque déjà un 4e pays intéressé par l'avion de combat. Et décryptage ce soir du savoir-faire français et analyse du renversement d'alliances stratégiques, notamment dans le monde arabe. Enfin, quelle nouvelle pour l'économie française? Bruxelles s'apprêterait à relever demain sa prévision de croissance pour le pays. Alors comment expliquer un tel optimisme de la part de la Commission européenne? Une fois n'est pas coutume, on va en parler. Et vous pouvez réagir à tous ces thèmes via le hashtag le22h. Je vous présente nos invités ce soir. Claude Posternac, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le fondateur du site L'Important, président de l'agence de communication La Matrice. Vous êtes aussi à l'origine du baromètre Posternac-Ipsos sur l'image des grandes entreprises françaises. Merci d'être avec nous. En notre compagnie également Christian Delporte. Bienvenue à vous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Votre dernier ouvrage s'intitule Comeback ou l'art de revenir en politique chez Flammarion. Et nous accompagne également notre chroniqueur économique Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors messieurs, nous allons parler, Claude Posternac, de cette journée et de cette soirée mouvementée au Front National. Décision a été prise ce soir de suspendre Jean-Marie Le Pen de sa qualité d'adhérent en attendant la réunion d'une assemblée générale pour éventuellement décider de supprimer le statut du président d'honneur. On apprend à l'instant que Jean-Marie Le Pen a réagi ce soir. Il a livré ses premières réactions sur Europe 1, le fondateur du parti frontiste qui a la dent dure contre sa fille, qu'il répudie, dit-il. D'abord sur la décision, Claude Posternac, on voit bien, c'est une exclusion par étapes. On a l'impression vraiment que c'est une décision difficile, épineuse. C'est une vraie décision politique.
c'est-à-dire derrière le psychodrame, Jean-Marie Le Pen parle ce soir de félonie au sujet de sa fille, c'est le bon terme d'ailleurs, la félonie. Il y a un sujet politique. Il faut essayer de resituer un petit peu ce psychodrame dans ce qu'on vient de vivre ces dernières semaines et ces derniers mois. La première chose, c'est les départementales. Au départemental, le Front National a fait un excellent score au premier tour. Et une grosse déception au Front National, ils ont sous-estimé la force de la Ve République et des relais du deuxième tour. Ils ont été extrêmement déçus de ne pas avoir de département alors qu'ils pensaient les avoir. Donc, première chose, Marine Le Pen est dans une logique différente de celle de son père. Elle est dans une logique de prise de pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut des relais. Bon. Et ce qui se passe aujourd'hui, je vais le rapprocher d'un autre élément, c'est un sondage qui est passé un peu inaperçu, mais qui est pour moi fondamental, lorsqu'on parle des premiers tours, second tour, etc. Vous arrivez aujourd'hui, c'est un sondage bien évidemment, un second tour qui dit, dans un affrontement entre François Hollande et Marine Le Pen, c'est du 52-48. Bon. Donc on est dans des scores qui sont des scores extrêmement serrés, extrêmement étroits. Donc il y a une logique aujourd'hui de penser le deuxième tour de la présidentielle, et que d'un côté, vous avez un courant exprimé par Marine Le Pen qui souhaite prendre le pouvoir, et sur lequel c'est véritablement un sujet tactique et pas stratégique. Tactique dans le sens où, lorsque vous écoutez à la fois Marine Le Pen et Marion Le Pen, Maréchal Le Pen, sur le fond, en particulier sur le détail, si vous prenez les propos de Marion Maréchal Le Pen, elle ne prononce pas le mot, mais elle parle de détail. Parce que lorsqu'elle répond le détail, oui, les Juifs français ont connu. Je sais que les Français pendant la guerre ont souffert, et parmi eux, les Juifs français. C'est faire de la Shoah un détail. Donc, ils sont dans ce raisonnement idéologique. Simplement, ils critiquent un passé qui était un passé où on inventait du bruit médiatique pour exister, on n'a plus besoin de ça. Donc la différence, c'est tactiquement, aujourd'hui on rentre dans le rang, et rentrer dans le rang, c'est sortir de ce qui a fait la force du Front National lorsqu'il n'existait pas, lorsqu'il a créé le buzz pour exister. Aujourd'hui, le Front National n'a plus besoin de ça. Le Front National a besoin de montrer qu'il y a un parti comme un autre, parce qu'il vise aujourd'hui vraiment la prise du pouvoir, et que le véritable enjeu, c'est le deuxième tour des élections présidentielles. Et vous dites c'est une décision politique. Christian Delporte, est-ce qu'on peut dire aussi que les ennuis commencent quand on voit que Jean-Marie Le Pen ne compte pas du tout se mettre à l'écart? On va préciser également que c'est la première fois depuis 1972 que Jean-Marie Le Pen n'est plus membre du Front National, puisqu'il est suspendu en attendant de supprimer peut-être son statut de président d'honneur. C'est une exclusion par étapes? Oui, alors l'avenir nous le dira, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit complètement exclu à l'arrivée. Mais ce qui est sûr, c'est que dans un parti d'extrême droite, il ne peut y avoir qu'un seul chef. Et là, on avait un chef réel et on avait un chef spirituel. Et donc, il a fallu mettre à l'écart le chef spirituel. Maintenant, ça va tanguer. Parce que la question, c'est que Jean-Marie Le Pen a des partisans. Et il en a dans l'appareil. Il va y avoir un test très intéressant qui va être celui de la constitution des listes pour les régionales. Qu'est-ce qui restera des partisans les plus en avant de Jean-Marie Le Pen? Et puis, à l'occasion d'un congrès extraordinaire, ça peut être le moment d'un certain nettoyage, pour ne pas dire une certaine épuration au sein du parti pour renforcer finalement Marine Le Pen. Et d'une certaine manière, c'est également un avertissement à tous ceux qui pourraient contester son leadership. Tout ça à 2 ans de la présidentielle. Il vaut mieux crever l'abcès maintenant plutôt qu'une crise qui aurait lieu dans quelques mois. Nous commentons tous ensemble ce soir une décision politique avec malgré tout également évidemment beaucoup d'éléments. C'est un psychodrame également familial. À l'instant, j'ai le reste de la dépêche. Donc Jean-Marie Le Pen qui qualifie, je l'ai dit tout à l'heure, sa mise à l'écart de félonie. J'ai honte, dit-il, que la présidente du FN porte mon nom. Jean-Louis Gombault, on dit, alors oui c'est très dur, on dit et on lit que c'est un parricide. Est-ce que c'est vraiment le cas? Moi je me demande si ce n'est pas plutôt un infanticide. Voilà. Parce qu'en fait... parricide, Madame Le Pen n'a en fait pratiquement rien fait pour tuer le père. Le père a commencé à intervenir et en réalité avec l'objectif peut-être, caché ou pas, de tuer sa fille. Et il a toujours tué les prétendants. Rappelons-nous l'affaire Maigret. En 1998. Et qui a, histoire à partir de laquelle le Front National s'est littéralement affaissé, ce qui lui a posé des problèmes. À mon sens, il y a 2 questions.
c'est qu'est-ce qui va arriver au sein de l'appareil, dans cette affaire de parricide ou d'infanticide, parce que dans la tradition de l'extrême droite, la prouesse de M. Le Pen a été de rassembler l'ensemble de l'extrême droite, ce que n'avait jamais réussi à faire dans son histoire l'extrême droite, qui a toujours été extrêmement fractionnée. Est-ce que Mme Le Pen a le charisme pour garder tous ces gens-là? Je poursuis un peu ce que vous disiez juste à l'instant. Ensuite, deuxième aspect, qu'est-ce qui va se passer dans l'électorat du Front National? Est-il sensible à cette bagarre de chef entre le père et la fille, l'électorat? Est-ce que ça peut affaiblir? Moi, je pense que la résultante de tout ça, ça va être que Mme Le Pen va être obligée de durcir son discours. Elle va quand même être obligée de faire, pas du Le Pen père, mais quelque part de... Et d'ailleurs, son discours d'hier était particulièrement dur. Il était particulièrement dur. Et donc, je pense que, quelque part, ça peut durcir la stratégie même du Front National. Sur la question du schisme ou de la rupture, Claude Pasternak, on a du mal à imaginer qu'aujourd'hui Jean-Marie Le Pen puisse entraîner une part substantielle des cadres du FN et des électeurs. Quand on voit les récents sondages, au sein même des électeurs du Front National, c'est 7% encore qui souhaitent qu'il joue encore un rôle important. Donc, Non, mais moi je pense que c'est un épiphénomène, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est-à-dire que, bien évidemment, on va y avoir le rouleau compresseur de Marine Le Pen, c'est-à-dire qui va dérouler dans les fédés. Et bien évidemment, ils ont déjà une expérience des minoritaires. Et c'est vrai que les partis d'extrême droite, il n'y a pas de place pour des minoritaires. Jean-Marie Le Pen va être maigretisé. C'est-à-dire que petit à petit, un effet Moubrang, il va être sorti du FN. Et moi, je prends un autre pari. Je prends le pari qu'on va entendre de moins en moins UMPS. Parce que UMPS, qui est une réalité vécue par les Français, c'est-à-dire que vous ce sera déjà plus compliqué de dire républicain PS. Exactement, mais si vous êtes dans un raccourci, vous prenez la photo de Jean-Pierre Jouyet, ministre de Sarkozy, bras droit de François Hollande, vous mettez le logo du FN, on a compris UMPS. Et les Français le ressentent, ça, bien évidemment. Mais l'UMPS, qui a permis au Front National de rentrer en adhésion avec les Français, de rentrer en résonance, maintenant c'est une limite. Si vous voulez gagner la présidentielle, et Marine Le Pen veut gagner la présidentielle, elle sera obligée à un moment donné de faire des ouvertures vers une partie de la droite beaucoup plus classique. Il y a des ponts qui existent. On sait qu'il y a aujourd'hui des gens à l'UMP qui viennent du Front National, qui pensent, qui rêvent d'une situation de ce type-là. C'est ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui. Sur le fond, il n'y a pas un changement, c'est véritablement un changement tactique de prise de pouvoir. Sur le reste, c'est, j'appellerais, entre les trois de la famille, 3 nuances de brun, et chacun a des niveaux différents. Christian Delporte, on a beaucoup dit ces derniers jours dans les commentaires, et notamment pour ce mois d'avril et ce mois de mai, que ça a été un petit peu un mois horribilis pour Marine Le Pen. Il y a eu ce premier défilé chahuté, parasité, les affaires aussi dont on verra si elles aboutissent. Est-ce qu'il n'y a pas une distorsion entre ce que perçoit parfois la classe médiatique et ce qui peut se passer à la fois dans les sondages et dans les urnes? On a souvent dit qu'il y avait un coup de mou, un trou d'air pour Marine Le Pen. On l'avait dit après les attentats de 11 janvier. Ça ne s'est pas bien retrouvé dans les urnes et dans les sondages. Est-ce qu'il y a ce décalage permanent? Il y a eu un récent sondage qui nous montrait que pour la première fois, Marine Le Pen était à 32% de cote d'avenir. C'est le record pour elle depuis qu'elle est arrivée en politique. Donc les Français ne ressentent pas de la même manière ce qui se passe effectivement. Après tout, ça fait partie de la bataille politique. Je ne suis pas sûr qu'ils suivent autant que les journalistes chaque épisode de l'aventure. Mais en revanche, si elle s'en sort bien, ce sera quand même bien joué. Parce que, au fond, c'était l'occasion de réussir l'opération respectabilité. C'est ça qu'elle recherche. Et c'est en ça que la stratégie de son père... C'est ça l'enjeu aujourd'hui, oui. Voilà. Et donc, elle s'en est saisie. Elle s'en est saisie sans doute un petit peu poussée par d'autres, mais ça entre totalement... Cette tactique-là, comme vous le disiez, rentre totalement dans cette stratégie qui vise 2017. Et pour conclure sur ce sujet, sur le fond, c'est ce qui est le plus important, le discours de Marine Le Pen, vous l'évoquiez, Jean-Louis Gombault, lors du 1er mai, lors du défilé, c'était vraiment les 3 thèmes de prédilection. C'est le fonds de commerce, si je puis dire, retour aux fondamentaux, l'immigration, les frontières, l'identité et le lien entre immigration et terrorisme. On va rester sur cette ligne-là, peut-être encore
plus dur, justement, après le départ ou la mise à l'écart de Jean-Marie Le Pen? C'est une thématique, malheureusement, qui rentre en résonance dans une partie de l'opinion aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en période de crise, les gens ont besoin d'autorité. Le Premier ministre l'exprime d'une certaine façon. Marine Le Pen, dans la continuité de l'extrême droite, l'exprime d'une autre façon. On va être bien sûr sur un registre, mais je le redis, il va falloir être extrêmement sensible à la dégradation de l'UMPS, qui va petit à petit descendre. En tous les cas, c'est un pari que je fais. Et la respectabilité du parti est en jeu. Ils vont le défendre à tout crin, mais ils vont rester sur leurs fondamentaux. C'est-à-dire qu'ils vont continuer à aller sur un discours économique souverainiste, avec un franc. Ils vont être sur un discours sécuritaire. Ils vont être sur un discours qui est leur fonds de commerce et qui a plutôt bien fonctionné pour le Front National. Donc là-dessus, rien de nouveau. Ce qui est véritablement nouveau, c'est que l'extrême droite française donne des signes à la droite française qu'il est possible de faire quelque chose un jour. Et ça, ça dépasse la personnalité de Jean-Marie Le Pen. Le seul sujet de Jean-Marie Le Pen, l'escorie que va avoir Marine Le Pen, c'est que c'est un client formidable pour les médias. Ah oui. Donc il va continuer. Tous les micros lui sont tendus. Il va continuer à polluer le Front National pendant toutes les échéances jusqu'à 2017. C'est le seul danger, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, pour l'électorat de Marine Le Pen, vous l'avez très bien dit, vous êtes à 90%, 10%, et c'est pas la vieille extrême droite, c'est-à-dire l'extrême droite telle qu'on la connaît, qui était le fond de commerce de ce qu'a été au départ le Parti des Forces Nouvelles, et ce qu'a été après le Front National, c'est-à-dire le fonds de commerce classique de l'extrême droite en France, va être du côté de Jean-Marie Le Pen, c'est clair, mais l'électorat aujourd'hui, qui est quand même un électorat, on le sait, à dominante populaire, ouvrière, employée, on le sait très bien, souhaite une alternative, et Marine Le Pen travaille sur une alternative. On peut dire en conclusion, en guise de conclusion, Christian Delporte et Jean-Louis Gombault, que la rupture est totalement, définitivement consommée. Je rappelle les mots de Jean-Marie Le Pen ce soir, qui dit avoir honte que la présidente du FN porte son propre nom. Ce qui est absolument horrible de dire ça de quelqu'un qui... ça prouve que cet homme va jusqu'au bout, quelque part, de dire « j'ai honte que ma fille porte mon nom ». Je ne sais pas comment on peut, s'il y a un mot pour qualifier cette façon de s'adresser à sa fille. Et vous avez vu les images juste à l'instant de M. Le Pen sur l'estrade. Il y avait une colère, une espèce de volonté de se battre. Il s'est déjà fâché avec sa fille aînée, Caroline. Voilà, maintenant, il se fâche avec sa fille la plus jeune, je crois, Marine, avec des ruptures brutales. C'est un homme de rupture. Et je pense que c'est une des raisons aussi pour lesquelles il a réussi. Il a une force charismatique extraordinaire. Je ne sais pas si Marine Le Pen pourra développer la même qu'avait pu développer son père. Avec des ambiguïtés quand même, parce que ce que Marine Le Pen a condamné, ce sont les comportements, c'est l'attitude. Aujourd'hui, on nous parle de propos, mais de quels propos? Parce que dans l'interview à Rivarol, il y avait beaucoup de choses. Et donc, ça ne règle pas les questions. Ça règle la question de la forme, ça ne règle pas exactement la question du fond que le Front National ne veut pas véritablement aborder. C'est une bonne question. C'est exactement la bonne question, parce que si vous regardez à la fois Marion et à la fois Marine, vous verrez qu'ils n'emploient jamais le mot valeur. Ils disent il y a une divergence sur la ligne politique. Vous seriez dans un raisonnement normal politique, vous diriez mais ça ne correspond pas aux valeurs du parti. Non, jamais ce terme est employé. C'est la ligne politique qui explique bien, c'est que bien évidemment on appuie le fait que Jean-Marie Le Pen a existé médiatiquement et tactiquement c'était bien. Cette période est terminée, donc tactiquement on change. Donc, si on n'est pas en cohérence avec la ligne politique, c'est d'un point de vue tactique, et jamais le mot valeur n'est employé. On va poursuivre notre discussion, notre échange sur l'autre sujet dans l'actualité. Ce sont les rafales qui volent de succès en succès. Le président français qui a assisté à la signature du contrat au Qatar a vanté la fiabilité de la France, on peut dire aussi sa crédibilité. Il a également parlé du contexte géopolitique. On l'écoute. Pour également évoquer la situation dans la région. Nous travaillons là aussi à trouver des solutions politiques, à appuyer également des opérations lorsqu'elles sont nécessaires sur le plan militaire. Nous faisons en sorte en Syrie de chercher une transition qui ne passe pas par Bachar el-Assad, chacun le comprend, mais qui doit rassembler toute l'opposition et permettre un dialogue avec une partie du régime. Nous sommes également présents dans la coalition en Irak pour agir contre le terrorisme.
et nous faisons aussi notre part dans la diplomatie pour trouver un accord avec l'Iran sur le nucléaire. Jean-Luc Gombault, la diplomatie économique française se porte bien avec le Rafale, comme on l'a dit, vol de succès en succès. Il y a plusieurs explications à cela, notamment un contexte géopolitique et puis un bouleversement d'alliances qu'on observe notamment dans le monde arabe. Alors, on va attendre de dire que ce soit un bouleversement, mais en tout cas, il y a une modification importante qui vient de plusieurs choses. C'est le fait que les pays du Golfe ont le sentiment que l'Amérique joue la carte de l'Iran et laisse tomber la carte des pays du Golfe. Et ça est incontestablement avantagé ces ventes de Rafale. J'ajoute aussi un autre contentieux dont on parle moins, c'est le développement du gaz de schiste aux États-Unis qui fait une concurrence directe au prix du pétrole, qui est donc à 50-55 $ et qui, évidemment, affaiblit les positions de l'Arabie saoudite et de ces pays qui fondent toute leur rente sur les hydrocarbures. Mais cela dit, il y a évidemment ce renversement à terme, sans doute, des pays arabes dans leurs alliances et dans la confiance qu'ils donnent aux différents pays présents dans la région, mais il y a aussi les qualités intrinsèques de l'avion de combat français. L'appareil, il ne faut pas l'oublier. On l'avait beaucoup oublié. Oui, parce qu'à force, on disait en fait, ce Rafale, on ne le vendra jamais. Ça a pu être dit sur ce plateau et peut-être même par moi. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand même, ce Rafale qui faisait à l'exportation, c'était 0 commande. Et en quelques mois, c'est pratiquement le tiers des commandes de Rafale sont maintenant à l'exportation. Monsieur Hollande a dit, il a peut-être poussé un peu trop loin le bouchon, que c'était la preuve de la reprise économique en France. Je pense que c'est un petit peu exagéré. C'est évidemment une excellente nouvelle pour la France, mais il faut tenir compte du fait que pratiquement la moitié des commandes viennent de 2 pays. C'est-à-dire c'est l'Égypte et le Qatar, en espérant bien entendu les États arabes unis prochainement. Exactement. Il paraît que c'est en négociation. Mais c'est quand même un marché relativement étroit qui ne permet pas de dire qu'on est là sur une base de lancement importante. On peut dire qu'un Rafale ne fait pas le printemps quand même. Oui, tout à fait. Alors il y a évidemment, on est heureux pour l'avion de combat français parce que ce sont des rentrées d'argent, c'est une question d'image. Mais Claude Pasternak, il y a aussi beaucoup de critiques qui fusent ce soir. On va rappeler que François Hollande va être reçu avec tous les honneurs lors d'un sommet du Conseil de coopération du Golfe dont le souverain saoudien est le leader. C'est très rare, hein. C'est une première pour un dirigeant occidental, ce qui fait dire à certains, et je le voyais dans le Nouvel Observateur, que François Hollande c'est devenu François d'Arabie, le partenaire aujourd'hui de certaines pétromonarchies. Alors, je pense que vous avez eu raison de rappeler aujourd'hui ce qui se dit dans le monde arabe. Et quand je parle du monde arabe, je parle du monde arabe sunnite. Hein. Vous pouvez retrouver dans les commentaires aussi bien en Égypte que dans le Maghreb. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'abandon des États-Unis, que les États-Unis ont fait le choix des chiites et le choix de l'Iran pour sortir de cette impasse. Donc ça, c'est un facteur quand même déterminant. Le deuxième facteur, il y a un grand absent dans le discours du président de la République, c'est le Yémen. Exact. Ouais. Le Yémen est aujourd'hui un enjeu majeur, bien évidemment pour l'Arabie saoudite. Hein. Je rappelle que aujourd'hui, des chiites qui étaient majoritaires dans le pays, essayent de reprendre le pouvoir, appuyé bien évidemment par l'Iran. Et il y a une coalition où on retrouve, depuis bien longtemps, c'était pas le cas, le Qatar et l'Arabie saoudite, hein, puisque le Qatar est proche des frères musulmans. Et l'Arabie saoudite, bien évidemment, avait un problème majeur avec les frères musulmans. Il n'en reste pas moins, pour revenir à la critique qui est mise au niveau de François Hollande, vous avez quand même un paradoxe, c'est-à-dire que nous livrons des armes aujourd'hui à des gens qui financent, et on le sait, l'État islamique, et ces armes vont servir à ces pays qui ont aussi, dit-on, changé aussi de stratégie à se défendre d'organisations qu'ils financent. C'est quand même extrêmement particulier. Donc nous sommes dans un schéma qui est nouveau. On va voir comment ça va fonctionner. On a vu que le président avait rééquilibré le rapport avec le Qatar par rapport à l'Arabie saoudite. On va voir l'équilibre entre les deux. Mais on est quand même dans deux paradoxes. C'est-à-dire le Yémen est passé à l'as. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes dans un paradoxe en disant vous livrez quand même des armes à des gens
qui veulent se Il y a défendre plusieurs de gens visions qui ce soir, financent. d'autres qui se félicitent également que ces pays maintenant justement... Mais en tous les cas, il faut quand même féliciter Ça- M. Le Drian, le ministre de la Défense, qui fait Voilà, un la parcours discrétion sans faute. efficace et Un voyage tous les félicité. 3 mois dans la région. Sans faute. Merci messieurs, merci Christian Delport, merci Jean-Louis Gombault et Claude Posternac. On arrive à la fin de ce 22h. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, bien sûr, pour le grand débat du mardi autour de la loi sur le renseignement et la nouvelle donne géopolitique. On va en parler de nouveau. D'ici là, belle et douce nuit à vous.